à tous. Bienvenue à cette 7e journée scientifique du Gérontopôle d'Île-de-France. Je suis le professeur Olivier Anand, je suis le président de Gérondif. Et donc c'est un plaisir de vous accueillir pour cette journée. Les journées scientifiques, l'intérêt c'est qu'on va vraiment balayer plusieurs champs. Vous allez voir, on va passer de la recherche scientifique au médico-social, à l'intelligence artificielle, à la formation. Donc on touche vraiment toutes les parties de la gériatrie, de la gérontologie. Et c'est un programme qu'on voit pas tellement dans d'autres manifestations, puisque d'habitude on fait soit l'un, soit l'autre, mais de pouvoir tout aborder, c'est souvent très riche. Alors des fois, quand on est scientifique, il y a des trucs qu'on ne comprend pas sur d'autres parties, ou l'inverse, mais en fait, tout est super intéressant. Et j'espère que tout le monde va pouvoir profiter de la journée et de nos échanges. Je vais commencer par vous présenter un petit peu ce qu'on a fait en 2025 à Gérondif, pour que vous sachiez un petit peu ce qu'il en est. Vous savez que 2025, pourquoi 2025 c'est une année importante, à votre avis? C'est marqué, donc c'est pas compliqué. 2025, vous retournez 80 ans en arrière, et on est en 1945. Et 1945, fin de la guerre, baby boom, et les Français qui font deux fois et demi de plus d'enfants. Donc toutes ces personnes arrivent à partir d'aujourd'hui à l'âge de 80 ans. Donc on va voir 2 fois et demi de plus de 80 ans arriver en France. Et vous savez qu'il y a des gens qui appellent ça, comme c'est sur la plaque, un tsunami gris, parce qu'on a de plus en plus de personnes âgées qui arrivent. Et donc l'objectif, c'est qu'on prenne en charge toutes ces personnes pour du bien vieillir, sans perte d'autonomie. Et on va voir qu'on fait beaucoup de communication, de formation, d'action sur la formation et sur la prévention. Alors, si on regarde dans notre belle région d'Île-de-France, vous voyez que l'augmentation, même si l'Île-de-France n'est pas la région la plus âgée de France, c'est une des régions où il y a le plus de progression de nombre de personnes âgées. Vous voyez qu'au global, on va avoir entre 2025 et 2050 une augmentation de 63% du nombre de personnes âgées de plus de 75 ans. On voit que ce n'est pas forcément dans Paris centre où il y aura le plus d'augmentation, parce qu'il y a déjà eu un petit peu cette transition démographique. Mais par contre, dans les départements actuellement les plus jeunes, là, il va y avoir beaucoup plus de personnes âgées qui arrivent. Vous voyez, Seine-et-Marne, Val d'Oise, Seine-Saint-Denis, où là, on est autour de plus de 70% d'augmentation de personnes âgées dans ces départements qui ne sont pas encore trop touchés par le vieillissement et qui vont l'être dans les années à venir. Alors le Gérontopôle d'Île-de-France, c'est la structure où on va pouvoir fédérer toutes les personnes qui travaillent autour du vieillissement. Au Gérontopôle, nous sommes maintenant 26 collaborateurs, des médecins gériatres, des chefs de projet, des techniciens, des assistants de recherche clinique, des biostatisticiens, enfin toute une équipe qui nous permet de mener, vous voyez, près de 60 projets. Il y a actuellement près de 60 projets qui sont menés à Gérondif, de nombreux lieux d'intervention, et 500 lieux d'intervention. Et la particularité de Gérondif, c'est que ce n'est pas que de la recherche hospitalière, bien au contraire, de la recherche en EHPAD, de la recherche au domicile, donc dans de nombreux lieux d'intervention, de nombreux partenaires, plus de 2000 partenaires. Et si on prend toutes les personnes qui sont incluses dans des projets de recherche, on est à près de 15 000 personnes qui participent à des projets de recherche sur le vieillissement au niveau de l'Île-de-France. Donc je vais vous présenter un certain nombre de nos actualités
sur la prévention, sur l'évaluation des parcours de soins, de la formation, et on parlera aussi un petit peu d'intelligence artificielle. Alors, le repérage, la prévention, c'est quelque chose de majeur. Vous savez qu'il y a un programme de l'OMS qui s'appelle le programme ICOP, et donc que Gérondif développe au niveau de l'Île-de-France, dans 3 départements, dans le 92, dans le 93, dans le 75. On travaille de façon importante avec les CPTS, les DAC, pour la mise en place de ce programme ICOP. Vous savez, 6 questions de repérage de la fragilité. S'il y a une alarme qui se fait sur ces 6 questions, mise en place d'une intervention pour proposer éventuellement un plan de soins si besoin, donc pour agir en amont avant que les gens soient en perte d'autonomie, en repérant sur ces applications un risque de fragilité et de perte d'autonomie. Un travail aussi avec l'assurance retraite, puisque on participe à des formations un certain nombre d'opérateurs du PRIF, par exemple, ou de bailleurs sociaux. Un travail ICOP avec l'Agir Carco, où justement, une fois qu'il y a eu une alerte, les bilans pourraient être faits seront faits dans ces centres de prévention mis en place par l'Agir Carco. Pour toutes ces actions de formation, nous sommes certifiés Calliope, donc ce qui permet une formation de qualité. La formation, c'est la prévention, pas la formation. La prévention, c'est aussi la vaccination. Et nous avons déjà travaillé sur la vaccination du Covid avec des cohortes qui avaient montré que la vaccination en EHPAD des patients les plus fragiles par le Covid était bénéfique et pas dangereuse. Et donc cette année, nous travaillons beaucoup sur l'intérêt, la promotion de la vaccination contre la grippe. Et donc, qui est vacciné contre la grippe dans la salle ? Bon, la grande majorité, en tout cas j'espère tous ceux qui sont auprès de personnes âgées. Ceux qui ne voient pas de personnes âgées, vous n'êtes pas obligé de vous vacciner si vous avez moins de 65 ans. Par contre, si vous êtes auprès de personnes âgées, il faut effectivement se vacciner. On va mettre en place une grande étude, donc vous voyez qu'on appelle Virage, qui va permettre d'évaluer un petit peu toutes les complications, ce qu'on appelle le fardeau de ces infections virales, puisqu'on sait que la grippe, ce n'est pas uniquement de la fièvre et des maladies respiratoires, mais c'est aussi des maladies cardiovasculaires, c'est aussi de la perte d'autonomie, c'est aussi des chutes, c'est aussi plein d'autres complications qu'on va mettre en évidence. Donc, près de 6000 personnes, donc ça sera une des plus grosses études au plan national et même international sur les infections respiratoires. On fait aussi de la formation avec le CASVP, les établissements du CASVP, sur l'importance de la vaccination. Et donc, pour motiver les professionnels à se vacciner, de la formation et ce qu'on appelle du nudge, c'est-à-dire un petit peu un levier motivationnel. Alors, on ne donne pas beaucoup d'argent parce qu'on offre, je ne me rappelle plus ce que c'est qu'on offre, c'est pas des pins. Il faut cliquer. Un porte-clés, voilà. Alors, c'est pas, mais c'est quand même, il est beau ce porte-clés. Donc, voilà, en tout cas, on fait des sessions de formation, on a déjà fait. Et l'objectif, c'est vraiment d'augmenter autant les résidents en EHPAD sont bien vaccinés. Vous voyez, quand on regarde, on a 85% de gens vaccinés en EHPAD. Donc là, le travail des médecins coordinateurs, tout ça, ça se passe très bien. Enfin, on devrait être à 100%, mais 85%, c'est un très bon résultat. Autant pour les professionnels, c'est moins bon puisqu'on est à 22% seulement de professionnels. Donc, toutes ces sessions de formation ont l'objectif de voir si on va pouvoir augmenter ce nombre de 22% de professionnels vaccinés. Je n'ai pas une bonne nouvelle parce que j'ai l'impression que sur ce qu'on a commencé à entendre sur les premiers cas de grippe, elle risque d'être assez
contagieuse. Donc, vraiment, il faut qu'il y ait un maximum de gens vaccinés. Elle n'est pas encore arrivée, mais elle ne va pas tarder à arriver en France. Une grande étude aussi sur une maladie qu'on est en train de découvrir, une maladie du cœur, qui s'appelle l'amylose cardiaque, qui était jugée comme une maladie rare. Et en fait, chez des gens âgés, les hommes notamment de plus de 80 ans, mais même aussi les femmes dans l'étude qu'on est en train de mener, on est en train de voir que ça touche en fait 15 à 20% des personnes âgées, donc c'est pas du tout une maladie rare. Et c'est important parce que c'est pas du tout le même traitement que le traitement habituel de l'insuffisance cardiaque. Donc il faut savoir que ça existe, si c'est 20% de nos patients, parce que le traitement va être complètement différent du traitement habituel d'une insuffisance cardiaque. Donc on est en train d'évaluer la prévalence. Et les premiers chiffres qu'on a, c'est que ce n'est pas du tout 5%, mais c'est plutôt 15-20% de prévalence. Le Gérondif a toujours travaillé, en particulier avec l'ARS Île-de-France, sur l'évaluation des parcours. C'est qu'il y a plein de parcours d'expérimentation proposés et il faut les évaluer de façon scientifique. Et donc, on a actuellement plusieurs évaluations de ces parcours. Vous savez que l'intérêt d'une infirmière de nuit en EHPAD avait été démontré sur un premier modèle et que là, on évalue d'autres modèles qui n'est pas forcément le passage systématique des infirmières, comme ça avait été dans le premier modèle dans les EHPAD, mais un passage sur demande, sur astreinte. Et donc, on évalue des astreintes soit par l'HAD, soit par des infirmières libérales, soit par des SIAD, soit des infirmières mutualisées. On va comparer ces différents types d'interventions pour voir laquelle est la plus pertinente. Vous savez qu'on a une expérimentation et un dispositif qui est très utile, qui est le dispositif HTSH, donc l'hébergement temporaire en sortie d'hospitalisation, dont on a des patients qui ont plus de problèmes médicaux, mais pour des problèmes de dossier social qui n'est pas encore terminé, restent à l'hôpital, donc bloc des lits. Eh bien, grâce à ce système, on peut proposer un financement, enfin c'est l'ARS qui propose un financement pendant un mois dans un établissement temporaire, le temps de finir les dossiers sociaux, de prise en charge, et comme ça, le patient n'est plus à l'hôpital. Donc, moi, je trouve ça très très bien comme dispositif, mais on en fait une évaluation au niveau régional pour voir justement si les gens, ensuite, quelle est la solution, est-ce qu'ils trouvent, soit ils rentrent chez eux, soit ils trouvent une place en EHPAD, en tout cas qu'ils ne reviennent pas à l'hôpital, c'est ça l'objectif. Donc, on va évaluer tout ça. Évaluation aussi des UPOG, mais les UPOG digestifs. Vous savez qu'il y a des UPOG périopératoires pour l'orthopédie, mais il y a aussi des UPOG qui se sont créés pour le périopératoire digestif, urologique. Et donc là, on va voir, on va évaluer la pertinence de telles unités. Donc l'étude s'appelle UPOG DIGU. Et puis, autre évaluation qu'on fait, c'est l'évaluation des UCC. Vous savez, ces unités cognitivo-comportementales qui nous semblent très utiles sur le plan pratique puisque permettent de prendre en charge des patients qui ont des troubles du comportement, de mettre en place des stratégies à la fois médicamenteuses et non médicamenteuses adaptées. Mais il n'y a pas eu d'évaluation pour être sûr que, à la fin, les gens sortent avec moins de médicaments dangereux type neuroleptique et surtout ne reviennent pas à l'hôpital au bout de 15 jours. Donc on va évaluer aussi dans cette cohorte en comparant à des unités sans UCC, des centres sans UCC, mais aussi avec des patients qui ont des troubles du comportement. La formation, vous avez un certain nombre d'entre vous, un grand nombre d'entre vous ont participé au programme Assure, qui a été un grand succès. Donc la formation au niveau des établissements pour la prise en charge, la reconnaissance, la prise en charge des soins d'urgence, et pas forcément systématiquement envoyer les patients au SAU, mais savoir reconnaître les situations d'urgence, qu'est-ce qu'il faut faire, connaître aussi les gens du SAMU. Et vous voyez qu'on a formé près de 507 EHPAD au niveau régional, donc quasiment tout le monde, des SAMU, les IFSI,
Donc ceux qui ont fait cette formation, oui, il y avait des jeux de cartes. Enfin, il y avait plein de. C'était une formation tout à fait pertinente et qui a été très très appréciée. C'était un financement de l'ARS qui nous avait permis de mener ce programme Assure. Et le programme étant terminé, la suite se fait via les équipes mobiles externes, donc qui passent dans les EHPAD et qui continuent la formation qui était faite initialement par le Gérondif. Les équipes mobiles ont été formées par Gérondif et donc vont assurer la poursuite du programme Assure. On a fait un programme qui est vraiment super. Alors je vous invite, ceux qui ne le connaissent pas, soit à flasher le QR code, soit à aller sur le site de l'ARS pour regarder la formation à la prévention bucco-dentaire avec des petits schémas là, que vous voyez, à la fois des protocoles de prise en charge, des fiches pédagogiques. Donc vous voyez là les patients qui sont opposition à la toilette buccale, plusieurs petits conseils à chaque fois. C'est vraiment un travail qui est tout à fait remarquable, qui est vraiment très utile. Et donc vraiment je vous invite à vous approprier ce programme-là, former vos équipes. Grâce à toutes ces fiches, vous savez que la prise en charge, nos patients ont énormément de problèmes bucco-dentaires. Pas beaucoup, je sais qu'il y a au moins une dentiste que je vois dans la salle, mais sinon il n'y en a pas beaucoup qui s'intéressent à la prise en charge de nos patients. Et donc, grâce à cet outil, on va améliorer la prise en charge de nos patients. Autre formation qui se fait dans le cadre là, de l'Union des gérontopoles de France. Vous savez, comme il y a un gérontopôle dans chacune des régions, on a formé une union de tous les gérontopoles, dont j'ai la chance d'être le président du conseil scientifique. Et donc, avec cette union des gérontopoles, plusieurs actions de formation ont été mises en place. Une formation avec l'assurance retraite, avec la création de MOOC sur la santé mentale des patients âgés, et donc pour repérer les patients qui ont des troubles du comportement, des troubles de l'humeur, des problèmes de santé mentale, repérage et prise en charge. Formation aussi des membres des conférences des financeurs ou des porteurs de projets sur notamment la prévention, la promotion de la santé et l'intérêt des mesures d'impact. Sur la sensibilisation de la société, vous savez qu'on avait mis en place ce grand programme de lutte contre l'agisme avec, vous voyez, l'affiche qui vient de disparaître là, mais j'espère que vous avez eu le temps de la voir. Ces affiches qui avaient été mises en place dans le métro, dans le métro parisien pendant une période. Et donc là aussi, vous avez tous les documents du programme Solidage. Vous avez l'adresse en bas, Solidage IDF, et vous avez tous les documents pour ce programme Luttons contre l'agisme. Et on anime un certain nombre de conférences justement pour sensibiliser le grand public sur la lutte contre l'agisme. Le Gérontopole a aussi mis en place toute une phase de sensibilisation au vieillissement des entreprises dans le cadre de programmes qu'on appelle les programmes de RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Un grand nombre de gens qui travaillent en entreprise sont aidants de leurs parents âgés ou alors vont vieillir, et donc on fait des sessions de sensibilisation au niveau des entreprises. Qu'est-ce que c'est que le vieillissement, comprendre le vieillissement, les idées reçues, et surtout quelles sont les stratégies de prévention pour le bien vieillir, nutritionnel, activité physique, contact social. Donc toutes ces sessions de formation, et donc plusieurs entreprises nous ont demandé de faire ces actions de sensibilisation, et vous aurez au cours de la journée l'exemple de la RATP qui nous a demandé ces sessions-là. Et donc on propose aussi à ces entreprises,
comment parler aux personnes âgées, comment s'adapter à ces personnes, des fauteuils adaptés, une lumière adaptée, savoir parler à une personne âgée, pas lui parler comme à un enfant, enfin tout ce qu'il faut faire à une personne âgée, mais on sensibilise ces entreprises, chauffeurs de bus, comment il faut conduire, voilà, enfin tous ces conseils-là. Et donc on est de plus en plus sollicité par des entreprises pour mener ces actions de sensibilisation. Sur le levier numérique, nous avons déposé plusieurs projets sur les appels d'offres de BPI France, deux gros projets. Un projet qui est le projet SMILE. Donc le projet SMILE, c'est justement toutes les actions de prévention pour prévenir le risque de maladie d'Alzheimer, faire de l'activité physique, faire des exercices de mémoire, conseils nutritionnels, corriger sa pression artérielle, ses facteurs de risque cardiovasculaire, et tout ça est fait via une application qui vous explique quoi faire avec des exercices de mémoire, avec des nombres de pas. Et à chaque fois qu'on a bien fait tous ces exercices, on reçoit une petite compensation, toujours ce qu'on appelle le levier motivationnel, sous forme de bons d'achat pour aller chez Decathlon, pour aller acheter de la nourriture saine dans voilà, donc des petits bons pour motiver les gens à faire leurs actions de prévention. Donc ce projet-là a été déposé à un appel à projet. Puis on a un second projet qui, lui, est déjà financé, est en cours, qui est la partie stimulation cognitive à partir d'une application qui s'appelle Five Live, qui existe, que vous pouvez regarder. Et donc, c'est des exercices de mémoire et on évalue chez des patients qui ont des troubles cognitifs modérés, ce qu'on appelle mild cognitive impairment, le bénéfice sur des tests cognitifs de faire de façon régulière, au moins 3 fois par semaine, des tests de stimulation cognitive et on regarde dans un bras qui a l'application par rapport à un groupe contrôle l'effet sur les tests cognitifs de cette stimulation cognitive, donc qui n'est plus faite par des orthophonistes, mais là, qui est faite via l'application. D'autres projets ont été soit faits, soit déposés. Alors, le projet Référence AI vient d'être primé pour le congrès de la Société française de gériatrie la semaine prochaine, puisqu'on vient d'avoir le prix Bernard Forrette. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, donc j'espère que ce n'est pas filmé, mais on a eu le prix en tout cas. Peut-être qu'ils voulaient garder la primeur, mais bon, je n'ai pas pu m'en empêcher. Donc ça, c'est un truc super, c'est que ça a été fait dans mon service, avec un échographe, avec intelligence artificielle. On met l'échographe sur le cœur. C'était un interne de gériatrie qui n'avait jamais fait d'échographie de sa vie. Et en mettant l'échographe là, il fait une échographie on a comparé avec l'échographie du cardiologue et on avait le même résultat. Donc quelqu'un qu'on n'a jamais fait, par rapport à un cardiologue, on a le résultat. C'est quand même incroyable. Tout ça a été fait en aveugle. On a le même résultat. Donc, on voit bien qu'on va avoir accès. Et donc, c'est bien parce qu'un patient âgé en EHPAD, pour avoir accès au cardiologue, c'est long. Voilà, quelqu'un qui aura cet appareil-là pourra pourra faire de l'échographie. Autre projet pour lequel on a déposé aussi un appel à projet sur l'appel qui était hier d'ailleurs, toujours la BPI, sur l'intérêt de l'intelligence artificielle pour aider aux tests neurocognitifs. Donc l'idée, c'est que les gens, avant la consultation mémoire, passent leurs tests cognitifs sur une application et qu'ils arrivent avec en fait déjà le MMS qui est fait, l'ADL qui est fait, l'IADL qui est fait, donc plein d'évaluations qui sont déjà faites, ce qui permet de gagner du temps sur consultation mémoire. Vous savez, c'est long, c'est 30 minutes, 40 minutes. Donc là, s'il y a déjà plein d'informations qui sont faites via l'application, la numérisation, on peut espérer gagner du temps, du coup libérer du temps pour les consultations mémoire et augmenter le nombre de consultations mémoire, puisqu'actuellement, malheureusement, le délai il commence à être de plus en plus long. Le délai moyen en France est de 6 à 12 mois pour avoir une consultation mémoire, un petit peu moins en Île-de-France qu'au niveau France, mais quand même, on a des délais qui s'allongent. Et donc, voilà, voir si avec les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, on peut accélérer et raccourcir, augmenter les délais pour avoir moins d'attente. Donc,
On vous présentera là aussi ces projets au cours de la journée. Donc, j'espère que vous allez passer un excellent congrès, une excellente journée. Alors, l'animation, je suis passé trop vite. Si Normalement, c'est l'intelligence artificielle qui a fait ça. Hein. Mais j'ai peur que ça ne marche pas. Je reviens. Et voilà. Donc là, elles vous disent bonjour. Et donc là, vous voyez, ces personnes-là n'existent pas. Ça a été complètement conçu avec l'intelligence artificielle. Et c'est notre déléguée, Isabelle Dufour, qui maintenant fait de l'intelligence artificielle tous les jours. Voilà. Merci à tous et bonne journée.